m'appelle Chico Beven Chilenga. Lors du génocide contre les Tutsis en 1994, j'avais 8 ans, j'allais avoir 9 ans en octobre. Mais mon histoire par rapport au génocide commence avant même ma naissance. Mes parents ayant fui les premiers troubles, les premières persécutions contre les Tutsis vers les années 59, ma mère, toute sa famille a fui vers le Burundi et mon père, toute sa famille a fui vers l'Ouganda. Un jour, ma mère allait aller en Ouganda et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et ils ont eu les premiers enfants chez nous, qui sont Janine, Anita et Yvan, mais qu'on appelait Kibga. Et ensuite, ils allaient revenir au Rwanda, mais ma mère, sa famille allait rester au Burundi, donc elle faisait un peu des allers-retours. Et plus tard, 3 autres enfants, je veux dire 4 autres, moi, ma sœur Rita, mon petit frère Bobo et ma petite sœur Mado allaient naître. Donc en tout, on allait être 7 enfants. Les troubles en fait, dans le pays, les troubles ethniques ont commencé dès les années 90, lorsque les réfugiés Tutsis qui ont fui dans les années précédentes essayaient de rentrer au Rwanda. Donc dans ces années-là, nous, on vivait au Rwanda. Mon père allait trouver un travail avec une compagnie qui est DHL, donc lui, il allait rester au Rwanda et apprendre un peu à vivre dans les dangers qu'un Tutsi pouvait naviguer lorsqu'on vivait au Rwanda des années 90. Mais nous, les enfants, on allait vraiment faire les va-et-vient à chaque 2 ans à peu près entre le Burundi et le Rwanda. Donc lorsqu'au Rwanda, il y avait de plus en plus de manifestations, de plus en plus de troubles, on allait vers le Burundi et quand ça se calmait, on revenait. Par la suite, au Burundi, en 93, il allait y avoir des troubles, donc le président allait être assassiné. Et c'est là que mon père a pris la décision qu'on allait rentrer tous au Rwanda. Et en même temps, ça coïncidait avec les ententes, les négociations qu'il y avait entre le FPR et l'armée gouvernementale pour trouver une solution pour que tout le monde puisse rentrer au Rwanda, donc partage de pouvoir de l'armée. Et l'ONU aussi était un peu partout au Rwanda. Donc mon père avait espoir que vers 93, tout allait se terminer. Mais en même temps, il y avait aussi des signes, des signes très rouges que de l'autre côté, en fait, il y avait des gens qui se préparaient aussi à des tueries ou à quelque chose de vraiment horrible. Donc il y avait ces deux sentiments mélangés de peut-être une solution proche ou peut-être une catastrophe. Donc nous, fin 93, on allait rentrer. Et rendu là, la plus âgée chez nous, qui était Janine, était déjà partie en Amérique et par la suite au Canada pour les études. Donc on était 6 enfants, plus nos parents, fin 93. Le soir du 6 avril 1994, nous, on se trouve chez une voisine qui est 2 maisons plus loin. Donc quand je dis nous, je veux dire les enfants. Mais nos parents étaient restés à la maison. Et le soir même du 6, l'avion est tombé. Et dans les minutes qui ont suivi, les coups de feu ont commencé. Moi, d'ailleurs, avec quelques amis de mon âge, on jouait à l'extérieur et on a vu une lumière dans le ciel. Donc on a vu l'avion exploser, mais on a cru que c'était des feux d'artifice. Mais quelques minutes après, on allait entendre des coups de feu et les tueries allaient commencer et le génocide était officiellement commencé. Donc on s'est retrouvés séparés de nos parents au tout début du génocide. Donc vers le 12, nos parents réussissent à traverser et venir nous rejoindre là où on était. Puis ensuite, ils nous racontent que les miliciens, les militaires étaient passés les voir. Mon père a pu leur donner quelques bijoux de ma mère, la voiture, et ils les ont laissés. Sauf qu'à chaque fois, ils allaient dire à d'autres qu'on leur a donné des biens. Donc, plus de miliciens venaient les voir. Donc, et lorsqu'ils ont réussi à nous rejoindre, le lendemain, le 13 avril, les miliciens allaient entendre parler du fait qu'on est tous dans la même maison et ils nous ont trouvés. Et lorsqu'ils nous ont trouvés dans cette maison, on était à peu près une vingtaine. Si je compte la famille qui vivait déjà dans cette maison, qui eux aussi avaient à peu près 7 enfants, et quelques voisins aussi qui étaient venus se cacher là. Donc en tout, on était une vingtaine de personnes. Ils nous ont sortis tout en nous insultant, nous amenant vers la rue principale. Ça, c'était à Nyamirambo, juste un peu plus haut du parc Rafiki. Et ils nous ont tous assis en ligne sur le trottoir. Le militaire qui était parmi eux, c'est lui qui dirigeait tout le monde. Et il nous a dit que
il a des appels radio, il a d'autres choses à aller faire et qu'il nous donne quelques minutes, il revient dans quelques minutes et qu'on devait décider comment est-ce on voulait qu'il nous tue. Que ce soit par des un fusil mitraillette ou bien grenade ou des machettes. Et ensuite, il allait partir et les adultes allaient commencer à débattre sur quel moyen serait le mieux. Et ils ont fini par opter pour le fusil. Et là, le militaire est revenu. On lui a dit ce qu'on avait choisi. Et il a commencé à tirer sur tout le monde, tout en ligne. Moi, un peu avant qu'il arrive à moi, je suis sorti de la ligne et j'ai essayé de courir. Mais il allait quand même réussir à me tirer dessus et j'allais tomber. Quelques minutes plus tard, des militaires avec certaines personnes qui travaillaient pour une ONG sont passés, ils nous ont vus et ils nous ont pris dans leur van et nous ont emmenés vers l'hôpital. Ensuite, je me réveille à l'hôpital avec ma petite sœur, ma sœur Rita qui, elle, était en soins intensifs et mon petit frère qui, lui, a fini par décéder à l'hôpital. Donc, les trois, on est là et on est blessés. Et puis, à l'hôpital, on retrouve une dame, Marie, qui se cachait à l'hôpital, mais aidait aussi les enfants blessés qui étaient là. Et elle connaissait mon père, donc lorsqu'on est rentré dans la chambre, dans le département de pédiatrie, elle nous a reconnus. Elle s'est mise à nous aider, à nous trouver à manger tous les jours et surtout s'occuper de ma sœur Rita qui était à soins intensifs. Et quelques jours plus tard, elle allait réaliser qu'il y avait des militaires, parmi ceux qui nous ont amenés là, des militaires du gouvernement, qui, au fond, voulaient prendre ma sœur Rita. Donc, ils venaient vérifier son état à chaque 2 jours pour voir quand est-ce qu'elle allait pouvoir guérir pour qu'ils puissent la prendre et en faire je ne sais pas trop quoi. Et lorsqu'elle a su ça, elle a commencé à chercher d'autres personnes qui pourraient nous aider, nous sortir de l'hôpital. Et c'est là qu'elle allait rencontrer un monsieur qu'on appelait Hadj, Siwomana. Lui, en fait, il était Hutu et en plus, il faisait partie du parti politique MRND. Mais il aidait beaucoup de Tutsis. D'ailleurs, il en cachait beaucoup dans sa maison. Et lorsqu'il est venu nous voir, il a réalisé qu'il connaissait mon père également. Il nous connaissait très bien. Et il cachait déjà toute la famille de mes cousins. Donc, à partir de ce moment-là, il nous a pris, moi, ma petite sœur et Rita. Il nous a mis dans le coffre de sa voiture et nous a ramenés à sa maison. À sa maison, on allait retrouver tous nos cousins qui étaient cachés là, mais ils étaient dans un endroit à Nyamilambo, dans le quartier musulman, où il y avait encore beaucoup de tueries et c'était en fait la plupart des miliciens du coin habitaient là, mais ne suspectaient pas Hadj de cacher des gens, donc ils ne venaient jamais fouiller, on était plus ou moins en sécurité chez lui. Et moi et ma petite sœur et d'autres petits garçons et petites filles de mon âge, on allait commencer à se promener, se balader dans le génocide, vu que tout le monde dans le quartier savait qu'on venait de chez Hadj, donc personne ne pouvait nous toucher. Alors j'allais passer tout le génocide à vraiment le voir de mes propres yeux, regarder les gens se faire tuer, et se promener parmi les balles, les cadavres, jusqu'à en juillet, lorsque finalement le FPR arrive à Nyamirambo. Et on a tenté de fuir avec tout le monde parce que la majorité des gens qui vivaient dans le quartier avaient soit tué ou participé au génocide. Donc, ils sont tous partis vers le Congo. Et lorsque nous, on allait suivre avec la famille du Hadj, des militaires nous ont mis des armes pour pouvoir prendre la camionnette de Hadj. Donc, du coup, par chance, on a été sauvés. Mais à ce moment-là, on ne le savait pas. Et on est resté dans la maison du Hadj jusqu'à ce que le FPR est venu nous retrouver là. Ensuite, ils ont commencé à s'occuper de nos blessures parce que moi, ma petite sœur et Rita, on avait encore des blessures. Et éventuellement, un de mes cousins qui était dans le FPR allait finir par savoir où est-ce qu'on est. Et il allait nous retrouver et ensuite dire à Janine qui était ici au Québec qu'il a retrouvé deux de ses petites sœurs et moi. Ensuite, lorsqu'on a fini par parler avec Janine, elle avec une tante, Veneranda qui était au Burundi, se sont mis ensemble pour essayer de tout faire pour nous faire venir ici. Donc en novembre 1994, moi et mes deux sœurs, on allait venir ici rencontrer Janine. Et Janine qui avait à peu près 19 ans, à partir de ce moment-là, elle nous a pris en charge et s'est mise à nous élever, même si elle-même, elle était très jeune. Et d'ailleurs, je mentionne toujours son nom lorsque je raconte l'histoire parce que jusqu'à ce jour, vraiment, je lui en remercie. C'est grâce à elle que je suis ici, c'est grâce à Hadj, c'est grâce à Marie, tous ces gens qui ont mis leur vie
en péril ou en danger ou carrément sacrifier leur vie pour que nous, on puisse survivre. Donc, ma vie ici, surtout par rapport aux séquelles du génocide, au début, ça allait être très simple. Plus jeune âge, j'avais l'air d'avoir aucun traumatisme. Pour Janine, c'était très facile. Mais c'est vers l'adolescence que ça allait être compliqué. Là, j'allais commencer à plus me rebeller, commencer à me tenir avec des délinquants, être dans les rues, dans les gangs, des drogues. Même un jour, je me suis retrouvé en prison. Et c'est là que j'ai réalisé que, en fait, j'étais plus traumatisé que je croyais. Et aussi, du même coup, j'ai réalisé que j'avais une chance que les autres n'avaient pas. J'avais la chance d'être ici. Il y en a qui, après les massacres, après les cadavres, eux, ils ont dû rester là-bas et vivre avec ça et vraiment voir le pays se reconstruire à partir de zéro. Mais moi et mes sœurs, on a eu la chance de tout de suite venir ici. Donc, je me suis dit que je n'ai pas eu cette chance pour venir mourir dans les rues ou en prison. Mes sœurs ne m'ont pas eu, je n'ai pas survécu pour qu'ensuite mes sœurs me voient mourir dans la délinquance ici. Donc, ça m'a aussi du même coup fait réaliser que j'étais resté, j'avais survécu pour une raison, une cause. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à m'impliquer un peu dans la communauté, essayer de donner du mien, et j'ai fini par réaliser que je peux témoigner, je peux parler des événements, et ça peut aider les autres qui, eux, ont beaucoup plus de difficultés à en parler. Donc, ils ont besoin des gens comme moi qui peuvent tout simplement en parler. Donc, je me suis mis à faire des témoignages dans la communauté. Et aussi, c'est sûr que des séquelles de la guerre m'ont affecté, que ce soit dans mes études, dans mon travail. Mais éventuellement, j'ai réussi à avoir une carrière. Maintenant, je travaille pour une grande compagnie d'assurance. Je suis analyste qualité en informatique. Et aussi, une bonne partie de mon passe-temps, je fais des présentations dans les écoles je parle de mon histoire pour enseigner sur le génocide, sur la discrimination, mais aussi pour encourager la jeunesse, ceux qui sont vers les 15 ans, 17, 18 ans, à peu près à l'âge à laquelle moi j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie. Donc, et aussi je crois que mon rôle maintenant, la solution au fond à ce que ça ne se passe plus jamais, c'est justement ce que je fais, c'est d'en parler, d'enseigner, parce que parmi les étapes de préparation des génocides, la dernière étape, c'est le négationnisme. Et ces derniers temps, ça se passe beaucoup. Et tout ce qu'on peut faire pour contrer ça, c'est tout simplement utiliser des gens comme moi qui l'ont vécu, qui l'ont vu dans mes propres yeux et d'en parler le plus. Et de continuer à pousser à ce que ça soit enseigné, quitte à ce que ça ne se reproduise plus jamais.